Ladies and gentlemen, could I encourage you to take your seats, please? Thank you all so much for being here again today. If you weren't here with us yesterday, my name is Michael Stothard. I'm the Paris correspondent for the Financial Times. I covered the climate change conference 1 year ago, and I'm your master of choreography for this morning. Yesterday was a really fantastic day. We had Laurent Fabius, we had Hubert Védrine, we had Lawrence Tubiano. We had some of the key architects, a lot of the key architects of the Paris Agreement. And we tried to understand what the tools were that allowed it to be successful in terms of mobilization, in terms of negotiating strategy, in terms of engagement. But today is going to be a little bit more forward-looking. We're going to assess some of the challenges. In our panels, we're going to assess some of the challenges faced by the agreement, Trump, Brexit, a sense of countries looking inwards on themselves, as well as trying to see if some of these tools that we identified yesterday can be used more broadly in the field of international negotiations. So before we kick off, I'd like one or two items of housekeeping. I'd like to thank our esteemed sponsors for this event. I'd like to encourage you all to silence your phones, and I would also encourage you all to tweet about the event. It is at AI_international, if you choose to do so. But I'd like to first bring on our esteemed host, the head of the Académie Diplomatique Internationale and renowned diplomat, Michel Duclos. Merci Michael. Mesdames, Messieurs, ma mission est, pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas présents hier, de vous raconter en 3 minutes ce qui s'est dit. Alors, je ne serai pas fidèle à ma mission parce que c'est une tâche impossible, naturellement, mais quelques petites remarques. D'abord, la journée d'hier a été marquée par une forte émotion. Et comme un vieux diplomate que je suis, évidemment, c'est quelque chose d'un petit peu surprenant. Le champagne a été sablé en fin d'après-midi, à l'heure où, il y a 1 an, l'accord était atteint, le but était atteint, et il était palpable encore dans la salle que c'était aussi une histoire de fraternité humaine. Et Laurent Fabius, dans son élocution au dîner, a d'ailleurs lui-même mis en relief cette dimension personnelle. Autour des tables du dîner, il y avait un certain nombre d'acteurs clés de la COP 21 et de la COP 22. Et on avait vraiment un sentiment, encore une fois, palpable d'un groupe d'amis qui étaient fiers d'avoir accompli quelque chose de fondamental. Un deuxième point, c'est que les discussions ont mis en relief le basculement qui a eu lieu en termes de techniques de négociation. D'ailleurs, on continue à utiliser le mot négociation par habitude, mais on n'est plus dans la négociation, on est dans quelque chose d'autre. Technique dans la mise au point de l'accord, donc, mais technique aussi dans le contenu de l'accord, avec un type d'obligation complètement nouveau par rapport aux traités ou aux accords internationaux classiques. Et là aussi, je suis assez vieux pour avoir participé à d'innombrables négociations, notamment onusiennes, et j'ai été évidemment personnellement très frappé de voir à quel point les représentants des entreprises ou les représentants des grandes villes qui étaient présents parlaient de cet accord comme étant leur accord. Et il fallait que de temps en temps, Hubert Védrine ou d'autres
rappelle que c'était quand même les États qui avaient signé, mais ça montre à quel point derrière l'accord, il y a un mouvement qui, lui, dépasse très largement les États. Alors, là-dessus, évidemment, quelques thèmes sont revenus en fonction de l'actualité qu'il convient sans doute aujourd'hui d'approfondir. Le thème de la mise en œuvre de l'accord de Paris, je ne vais pas y revenir puisque vous êtes vous-même les uns et les autres des spécialistes. Le thème de la résilience, compte tenu d'un certain nombre de chocs politiques qui se sont produits. Et là, puisque je rapporte ce qui s'est dit hier, je dois dire que le ton était généralement plutôt optimiste, parce que justement, les milieux d'affaires ou les représentants des grandes villes expliquaient que même dans le pire des cas, si le gouvernement américain venait à se retirer de l'accord ou à cesser tout soutien à cet accord, on pourrait continuer sans lui. Alors, jusqu'à quand, avec quel coût? Parce que personne ne nie naturellement qu'il y aura un certain nombre de problèmes, par exemple des problèmes de financement. C'est une question qui reste à approfondir. Puis, troisième thème, c'est le thème du leadership politique. Et là, des développements très intéressants ont été faits sur la Chine, qui, à sa manière, apparaît comme non seulement le pays le plus pollueur, mais surtout comme celui qui a pris les mesures les plus drastiques pour changer son logiciel en matière de lutte contre le changement climatique. Et donc l'idée qui apparaissait, c'est dans la phase nouvelle qui s'ouvre, il fallait que la Chine ait des partenaires pour que, de même qu'il y a un leadership dispersé sur le plan des acteurs, de la société civile et des États, il faut qu'il y ait un leadership politique partagé, qui ne peut pas venir d'un seul pays. Si je peux conclure par une ou deux interrogations, je crois que peut-être qu'hier, l'accent a été mis presque exclusivement sur le facteur nouveau que constitue l'administration Trump. Et je dirais pour le modérateur du premier panel, je crois qu'il est quand même utile de voir que Trump, c'est important, mais ce n'est pas le seul défi politique. Il y a derrière Trump des phénomènes politiques, de société profonds qui atteignent d'autres pays. Je pense que c'est quand même important aussi de les identifier si on veut non seulement assurer la résilience des engagements pris, mais aussi étendre, si possible, les nouveaux modes de gouvernance globale à d'autres sujets. J'ai trop parlé, je vous souhaite une très bonne matinée. So our first panel is going to be on the challenges for the advancement of global government, be them Trump, Brexit, or others. So I'd like to welcome on stage our first panel. Our moderator is going to be Pascal Lamy, who, amongst many other things, was the former head of the WTO, so knows one or two things about negotiations. We also have Céline Severia from the Institute of European Environmental Policy. We have David Shark, the Deputy Director of the WTO. We have Louise Mativa, the Chief Negotiator of Climate Change for Canada. And we have, I believe, Patrick Klugman, the Deputy Mayor of Paris in charge of international relations, although he might be a bit late. No, he is not, sir. Wonderful. So I'd like to welcome you all onto the stage for what I'm sure will be a fascinating panel. Thank you. Très bien, bonjour. Comme vient de le dire Michel Duclos,
la question sur laquelle nous allons nous pencher dans cette première table ronde est la question de savoir si ce modèle COP21, que beaucoup ont caractérisé comme une nouvelle manière d'aboutir à des accords internationaux, si ce nouveau modèle est vraiment un modèle, si c'est quelque chose qu'on peut penser répliquer, dans quelles conditions, sur quel sujet, c'est le centre de la question de ce matin. L'idée étant que ce qui s'est passé à la COP21, la manière dont elle a été préparée, la manière dont elle s'est déroulée, a mis en lumière un changement dans la composition des acteurs, diversification des acteurs, donc en gros plus seulement des souverains westphaliens, classiques, mais aussi des ONG, d'autres acteurs publics que des souverains, comme par exemple les grandes villes. Et Anne Hidalgo préside maintenant le C40, qui est ce club de grandes villes qui est impliqué dans un certain nombre de ces questions mondiales. Et puis aussi, évidemment, des entreprises. Donc, nous avons, pour en parler, non pas des représentants de chacune de ces institutions, mais nous avons un souverain, c'est vous. Nous avons des ONG, et Céline a un très très long background et très réussi à Oxfam. Nous avons David Shark qui parle pour une organisation internationale classique, totalement intergouvernementale. Non pas qu'elle n'ait pas de temps en temps quelques connexions avec le business et la société civile, mais de manière, disons, moins organisée que ça ne fut le cas à la COP21. Et puis, les grandes villes. Une grande ville qui a été un acteur important à l'époque. J'énonce la règle du jeu. Donc, je vais poser 2 questions successives à nos panélistes. Ils auront chacun 3 minutes pour y répondre. Puis 3 minutes pour, à la fin des réponses à ces 2 questions, répondre à ce qu'ils se sont dit, s'il y a des choses qui ont été énoncées et avec lesquelles on est spécialement en accord ou en désaccord. Et puis ensuite, nous ouvrirons les questions de votre côté. On prendra l'ensemble des questions que vous avez à poser et chacun des panélistes aura 3 minutes pour y répondre. Les délais sont assez serrés, mais je suis sûr qu'on va les tenir. Donc la première question est toute simple. Est-ce que la COP21 représente, en ce qu'elle a marché comme une coalition plus diversifiée que précédemment d'acteurs internationaux divers, est-ce que la COP21 est un modèle ? Est-ce que c'est le début d'un changement dans les modes de gouvernance internationale ? Est-ce qu'on est en train de passer une espèce d'ère post-westphalienne où on sort enfin de ce monde qui naquit en 1648 ou est-ce que c'est, au fond, une exception ? On commence par le souverain. Ça me paraît normal. Quitte à dire qu'il n'est plus le seul maître. D'accord. Est-ce que ça va? On m'entend? C'est bon. Oui, bon, merci. Alors, merci. C'est une très bonne question. I think I'm going to speak English, just because my notes are in English, but of course, and also not to confuse the translators with my French-Canadian accent. But I'll be happy to answer questions in French, of course. So, was COP21 a new form of governance? I'm not sure I would call it a new form of governance itself. I think it took it to another level. But I think it was actually reflective of a trend in the multilateral world where non-state actors and constituencies and the public in general feels like
they have something to say on these questions. So, but I do think that it took it to another level in the way that it kind of starting to institutionalize it in the process. And I think that might have been unique a bit. But I wanted to touch on two things, and that's why did this happen, and why do non-state actors and others want to get involved in these questions more, and how do we sustain the momentum? You know, for us, government, what does it, like, it comes with accountability, right? So I think for a multilateral issue like climate change, it's extremely horizontal. It's extremely cross-cutting. It affects every sector of the economy. It's global in its nature. There's no boundaries. And it's got linked to just about any social and economic aspects of your economy that you can imagine. So by its very nature, government alone, I mean, can't do this, right? And this was quite recognized at COP21, that we needed people that actually have all the levers, and that will be asked to implement this. So instead of consulting them after, which we had been very good traditionally at doing, and they say, no, you got this wrong, and we won't be able to implement this. It's about, hey, let me tell you, what are you trying to achieve, and bring us with you, and we'll help you figure this out together. Also, I think one of the key for governments like us, and I'm going to share a little bit of a Canadian perspective, because this was a very big aspect of our approach to COP21. I think also these non-state actors, they speak to different interests. They are being listened to sometimes by people that we can't reach. Or they can have conversation at the local level, or more frank between themselves than sometimes we can do. We can do it. So I think that was the right approach. I think we're going to come back to the next question on where else do we see happening. But also, I wanted to say the last thing, because I'm probably getting close to 3 minutes. It's hard to talk about something like this in 3 minutes, but there's one thing, though, that we need to keep in mind, and it was very, very clear that people get involved, like non-state actors, constituency. They do want to influence what their countries is going to do on the international stage, but the reason they're into this, it's about the domestic. It's about what's happening at home and what they want to happen at home, and to make sure that their national government is bringing this forward internationally, and it's doing its share, and it's doing it the right way. And so there, you're bringing, like we went to Paris with one of our biggest inclusive delegation ever, with all our national indigenous leaders, with youth, with environmental organization, with, of course, every premier of every province, which in Canada is. So you bring all these people there, you have to listen to them. And they had a lot to say. And you have to give them the time and the space, which was not always easy. And then they're there, they're listening, and then they see you in the corridor and they say, hey, why did you say that? Let's sit down. Let's talk. Let's think about this. So it's very important, but it's about home. Everything, like when you sit down with them, that they're talking about certain provision, it's about what's going to happen at home with that. And then there's no turning back. There's no turning back, because when you're going to go back at home, they're still all there. And so it's not, now we've left COP21 and that's it. They're going to be there. They want, you've made promises, and now you're accountable to sustain that engagement at home. And that's what the challenge is. And so I think I'll stop there. Très bien. Merci de cette réponse précise. Donc, ce que vous indiquez, c'est que ça correspond à une espèce d'irruption des opinions domestiques. C'est une manière d'associer les opinions domestiques à une cuisine qui, auparavant, était largement diplomatique, et donc que ça a un effet d'augmentation de la redevabilité, pour traduire en français ce mot un peu difficile à traduire, qui est accountability.
Céline Gerveria, vous êtes dans le global, dans le local, c'est la fonction des ONG que de faire ce point, en tout cas c'est ce qu'elles disent qu'elles font. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce que le modèle COP21 est un modèle qui, parce qu'il est constitué d'acteurs plus divers, augmente ces questions de redevabilité, de légitimité, et donc donne à ce qui s'y passe une portance future plus forte? Oui, je suis assez d'accord avec ça. Mais à mon sens, il faut revenir un petit peu aux racines de ce qui, à mon sens, est une crise profonde de la gouvernance mondiale, mais aussi régionale. Je suis à Bruxelles, donc si on veut parler de l'Union européenne, nous avons aussi quelques problèmes de ce côté-là. Mais toutes ces crises ne sont, à mon sens, que le symptôme de la crise plus profonde de l'État-nation. Et à mon sens, c'est une crise assez profonde parce que l'État-nation se trouve dans l'incapacité de penser, de développer, de mettre en œuvre avec la rapidité qui s'impose des solutions adaptées aux défis auxquels on fait face, qui sont des défis inconnus. L'Anthropocène, la 4e révolution industrielle, la transition démographique, la volonté de liberté de mouvement des populations au niveau mondial. Donc ce sont des défis nouveaux. Dans ce cadre-là, de quoi on a besoin ? Évidemment, on a toujours besoin des États, on a besoin d'un cadre réglementaire, de normes contraignantes, si c'est possible, aussi au niveau international, mais surtout de normes qui vont être appliquées, parce que c'est le gros problème de la gouvernance mondiale. On peut se mettre d'accord sur plein de choses, mais qui ne sont jamais appliquées. Il faut des solutions innovantes qui sont déployables à grande échelle, avec une capacité de mise en œuvre accélérée et de révision des objectifs à la hausse. Il faut aussi un feedback loop, je ne sais pas comment on dit ça en français, rapide entre la communauté scientifique et les acteurs de mise en œuvre. Et enfin, il faut une représentation des générations futures et des populations les plus vulnérables, c'est-à-dire les plus impactées. Et donc, dans ce contexte, le modèle de multilatéralisme participatif créé lors de la COP20, je pense, est un modèle très innovant. Il y a 4 raisons à cela. La première, c'est que c'est une coalition of the willing. Donc, il n'y a pas d'obligation de consensus. Il n'y a pas de capacité de blocage systématique des avancées par un seul acteur. Et le problème de souveraineté, finalement, ne se pose plus. Alors que, évidemment, entre États, c'est quand même un problème qui date du XVIIe. Le modèle rassemble des acteurs qui sont incontournables en matière de mise en œuvre. Donc, ce sont les acteurs qui sont les mieux à même de discuter de la faisabilité et de ce processus de mise en œuvre. La troisième chose, c'est que ça peut apporter une réponse au problème de lenteur des processus intergouvernementaux, qui, à mon sens, est une lenteur quasi suicidaire, notamment en matière environnementale. Je prends un exemple européen, la directive pour la protection de la biodiversité, Habitat, l'idée est venue en 1977, les propositions de la Commission en 1988, et nous avons publié, et notre institut de recherche était dans le consortium de recherche qui a travaillé à l'évaluation de la mise en œuvre. Et entre-temps, je peux vous dire qu'il y a une disparition alarmante des espèces en Europe, et on se rend compte qu'elle a seulement été freinée par la directive. Donc, de 1977 à maintenant, vous voyez bien que si on continue avec la même vitesse, la COP 21, le mot 21 années, donc ça ne va pas du tout. La dernière chose, c'est que je pense que ce modèle peut apporter une réponse au manque de démocratie participative, parce qu'on voit dans de nombreux pays la faillite de la représentation par le biais de la démocratie électorale. Donc, 4 conditions à mon sens, et je finirai là pour que ce système fonctionne véritablement sur d'autres sujets. Je pense qu'il faut d'abord avoir un mécanisme efficace d'intégration de la communauté scientifique. Le modèle du GIEC est vraiment très important, mais peut-être faut-il un GIEC allégé, parce que le GIEC aussi, ça prend du temps. Les chercheurs aiment bien chercher, bizarrement. Et donc, ça permet quand même d'avoir des objectifs clarifiés, valides sur le plan scientifique, mesurables et mesurés à intervalles réguliers. Deuxièmement, il faudrait vraiment avoir utiliser les outils numériques, le big data et des outils de démocratie participative. Et dernièrement, une bienveillance, une humilité et une redevabilité de la part des États, avec des efforts de transparence pour avoir accès aux données nécessaires à la prise de décision et à la mise en œuvre. Je parlais de la Convention d'Aarhus ou évidemment le sommet OGP qui vient de se passer à Paris. Et finalement, les États qui vont se dire « je vais me mettre en deuxième position et je vais traduire progressivement les avancées
qui sont effectués par ces autres acteurs dans la loi et dans les accords internationaux. Et je voulais juste finir avec l'exemple qui a été donné par M. Samana hier, entre le cercle vertueux qu'il y a eu entre les décisions d'investisseurs avant la COP et l'article 173, ou pardon, je parle belge maintenant, 173 sur la divulgation du risque carbone dans la loi française. Merci. Merci. Donc, si je comprends bien, c'est un modèle qui est meilleur. C'est un remède à la crise de l'État-nation, c'est un accélérateur de consensus, c'est une meilleure garantie de mise en œuvre et, point sur lequel vous aviez insisté, c'est une meilleure redevabilité politique. Donc c'est vraiment très bien, finalement, quand on le compare. En tout cas, c'est mieux. Bien. David Sharp, vu du côté d'une organisation, disons, westphalienne classique, qui fonctionne par accord entre 170 à peu près maintenant, si mes souvenirs sont bons, animaux souverains, est-ce que l'émergence de ce modèle, est-ce que c'est un espoir pour des organisations comme l'OMC qui ont un petit peu de mal en ce moment à mettre les États-nations souverains d'accord? Thank you very much. Well, first of all, a confession, I probably know less about the climate model than anybody else in the room, not having participated. I've tried to follow it from a distance, and I found what I've learned here in the last day and a half very useful. I do have a bit of a background as an environmental negotiator, though, because I participated in a couple of environmental negotiations, including parts of Basel, Rotterdam, and biosafety. So, when I'm asked whether this is a whole new model, my sense is that what I've heard and seen is more evolutionary than revolutionary. When I participated in those negotiations already, civil society was very deeply engaged. What seems different this time around is the scope and depth of that involvement. But I don't know if that's a new model or if this was the model shaping itself to what was needed in this particular instance. It was a huge undertaking that participants were trying to address at Paris, and you can question without the kind of participation you had whether it would have been possible to succeed. Whether that model applies more broadly, it's I think hard to say, and whether it's replicable, I don't know. I mean, what is clear is that there have been a number of changes in the world with the advent of social media, fast communication. Knowledge moves much more quickly than it ever did. Opinion moves much more quickly than it has before, and it moves in a sometimes unfiltered way. And this means that the civil society, the public, will be more insistent on having its voice heard. I think it's important to note that the horses are not always pulling in the same direction, though. I have an impression that in the case of climate, you had a convergence of views that you don't see in a lot of other areas. I can tell you in the biosafety protocol negotiations, listening to the NGOs on one side and the business interests on the other, you got a very different picture. And that's not a bad thing. Even as a trade negotiator, I've learned that listening to discordant voices can be vitally important, because sometimes you get so close to issues that you don't question your assumptions as much as you should. And I've been involved in negotiations where civil society was raising concerns that governments hadn't picked up on, and by listening, we ended up with a better agreement. So I think when you have
a negotiation of any sort in the future, you're going to have more and deeper types of involvement from civil society, and I think we'll have to find different ways of doing it. I think it's very important when you have a success to try to figure out what led to it. I think in this particular case, what you will find are tools we can all add to the toolbox, but not necessarily a one-size-fits-all model. Merci. Donc, évolution par évolution, en partie due à l'évolution de la technologie en ce qu'elle change les conditions de disponibilité, de circulation de l'information. Et on y reviendra dans le deuxième tour de panélistes, une certaine interrogation sur le fait de savoir si c'est réplicable. Mais gardons cette question de l'émulation de la reproductibilité, si ça a un sens pour le deuxième. Toujours sur la première question, est-ce que, vu d'une grande cité mondiale, et il y en a un certain nombre sur cette planète, et j'ai coutume de dire que je suis sûr qu'il y a 50 maires sur cette planète qui ont beaucoup plus de pouvoir que la moitié des membres de l'Assemblée générale des Nations unies, est-ce que c'est une avancée? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est considéré comme une rupture? Est-ce que, par exemple, quand la maire de Paris se demande ce que je vais faire dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, cet investissement dans les grandes questions internationales est monté dans les priorités, ou est-ce que c'est un coup spécial, un peu exceptionnel? Je pense que tout le monde a compris, perçu que ce qui s'est passé à la COP21 était tant pour les États que pour les acteurs non étatiques une avancée qui nous obligeait les uns et les autres à faire de ce moment un modèle. Je pense qu'il nous manque le recul pour savoir si nous avons déjà bâti un modèle, si nous sommes en train de le faire ou si nous pouvons le faire. Mais c'est sûr qu'à une époque de circulation des facteurs qui vont à la fois au-dessus et en dessous des États, les hommes, l'information, les capitaux, faire des négociations intra-étatiques ou seulement intra-étatiques ne fait plus sens. Pourquoi? Parce que ce qui vient concurrencer la souveraineté, c'est la légitimité. Personne ne dit que les États ne sont plus souverains. Simplement, les décisions qu'ils prennent en tant qu'État souverain, si elles ne sont pas accompagnées d'une légitimité autre, plus large, eh bien, elles sont contestées. Et la COP21, voyez-vous, elle a un contre-modèle. Un contre-modèle que nous, on connaît bien, c'est les négociations TAFTA et CETA, où on a bien vu que les opinions publiques, se sentant rejetées, ont fait ce que font les opinions publiques quand elles ne comprennent pas un processus démocratique auquel elles sont trop tardivement ou mal associées, elles renversent la table. Ça a été le cas totalement avec TAFTA et un peu moins, heureusement, avec CETA. Et donc c'est extrêmement intéressant de voir l'émergence concurrente de la légitimité de la norme internationale par rapport à la souveraineté de la norme internationale et de ses acteurs. Dans ce cadre-là, la réponse bâtie autour de la COP21, les acteurs non étatiques, est une des manières les plus brillantes, les plus intelligentes d'associer souveraineté et légitimité. Et à la fin, vous avez à la fois un accord international adopté par le plus grand nombre d'États, c'est-à-dire de souverains, et porté par tous les autres acteurs. Et dans ce cadre-là, les villes sont la jonction, l'espace de jonction. Pourquoi? Parce qu'elles ont la capacité de travailler avec les autres acteurs, les ONG, les entreprises, les populations, et évidemment de prendre la norme internationale et de l'amener en réalité. Que font les villes avec l'accord de la COP21? À quoi sert le C40? À faire que cet accord qui a été décidé il y a exactement 1 an devienne une réalité au moment où les États sont censés commencer à l'appliquer. Et nous avons décidé la semaine dernière à Mexico, les 85 plus grandes villes du monde, qui représentent 25% du PIB mondial, 600 millions d'habitants, nous avons décidé que Trump ou pas Trump, États-Unis, souverain ou pas souverain, parce que les villes américaines ont pris vraiment un grand rôle dans cette organisation, si le C40 applique la COP21, nous aurons fait 40% du chemin d'ici 2020. Donc voilà la meilleure explication. Et c'est pour ça, dans cette légitimité émergente, que les métropoles
prennent une place considérable parce qu'elles sont des acteurs non contestables de la démocratie et de la décision. Bien, voilà qui est parfaitement clair. Donc là, on est dans la fin de l'interétatique et on est dans la remise en cause d'une grande partie de l'architecture westphalienne qui consistait à considérer que, puisque les souverains sont légitimes, des accords entre les souverains sont légitimes. L'idée de la transitivité de la légitimité, qui est un grand principe de l'organisation du système international actuel. Et donc, ce que vous nous dites, c'est que, c'est plus possible, donc il faut d'autres modes de légitimation, et deux, que les grandes métropoles, parce qu'elles ont un ratio entre le pouvoir qu'elles ont et la légitimité dont elles disposent, qui au fond est, vous ne l'avez pas dit comme ça, mais je pousse un peu pour être sûr qu'on se comprend, meilleur que celui des États, parce que finalement les États, ils ont du pouvoir, mais un peu moins de légitimité, parce qu'ils sont plus lointains. Donc les métropoles, les grandes métropoles, vont devenir des acteurs de plus en plus importants. Alors ça rejoint exactement ce que vous avez dit au début. C'est intéressant de voir que sur ce point, il y a un fil d'accord entre vous sur justement les questions de redevabilité. Alors ça nous mène à la deuxième question, qui est si effectivement on est en présence de quelque chose qui a un potentiel de réalisation meilleur que le système précédent, dans quel domaine, autre que l'environnement, dans quel domaine et à quelles conditions ce modèle est-il réplicable dans les grandes questions qu'on a devant nous et qui sont de nature globale. Et je ne vais pas les citer pour laisser place à votre imagination. Est-ce qu'on peut penser, vu du point de vue d'un souverain, vu du point de vue des ONG, vu du point de vue d'une maison comme l'OMC, vu du point de vue du C40, est-ce qu'on peut penser à d'autres champs d'application de ce, entre guillemets, modèle? Oui. Merci, thank you. I think, it's hard to start pinning exactly areas, but I think there's lessons learned on when you might need to do to have this model. And I think I mentioned earlier, like when you have a very, very global issue, very complex, multi-sectoral, I think you simply have to do it because you need these levers. There's some areas where, if you think of, I don't know, negotiating the HFC phase down under the Montreal Protocol, like it's more narrow, like it's one substance. It's still multilateral, but it's a little different. So I think I would agree with my colleague. I don't think it's entirely new, the model, but I think this legitimacy issue is the key. It's where do you need it and from who, and that's going to determine how deep you need to go into this area. But to stay with the HFC, for example, some of the biggest hurdle were around technology, right? Availability of technology. And I remember in Canada, we organized this workshop to bring people talk to manufacturers, which is kind of odd when the issue was about very high, warm climate. We did this in Canada, but needless to say, this was about people and government hearing from the people, like the private sector, that there is a way, and reassuring government. So it gives it this legitimacy. But so I think it does need to be adapted to the common objective you're trying to reach. And it might not always be. I think the difference now is that we used to see difference of interest as divisions, and we were staying away from that. It's embarrassing to be out in the world and our stakeholders are disagreeing with us. But now we don't see it this way. We see it as different interests, and our role is to try to align them as much as possible and retain our decision making. But I do think that there's some areas that actually have done it even before Paris, and I'm thinking of like the CBD
convention. I mean, it has built in, you know, this traditional knowledge and the involvement and the impact on indigenous people. We go way back, and I think the COP is happening as we speak, and I think we've involved them even more this year, and I think Paris had an influence on that. The other model that I wanted to flag was the Arctic Council. It's not a multilateral agreement on its own, but over there we have 6 indigenous organizations. They have permanent status under the Arctic Council. They're at the table because they're the people that are being affected in the north, and they have the solution, they have the knowledge. So these are all a really good example of where it can be replicated. But where it can be the most replicated, and for us was really a lessons learned, is at home again. I mean, when we brought Canada, all our premiers and all our stakeholders in Paris, we launched something. There was no turning back. We went back to Canada, premiers met again, they gave marching orders, they gave themselves 6 months to develop an approach to meet Paris. Last Friday in Canada, the government announced that framework. It announced that it will accelerate the phase out of coal, which is a very difficult discussion in Canada. They're going to put a price on carbon, no matter what's happening south of the border. And they've announced lots of investment in green infrastructure and innovation, electrification of vehicles. To have agreed, every premier signed off on this or agreed to this framework in Canada, even 5 years ago, was unthinkable. So I do think it needs to be replicated, but not only in the international. So the last thing I would mention is trade. I mean, I'm glad you mentioned the CETA, because this is an area where I think we need to think about. I mean, there are a lot of voices out there. The global opinion is changing on trade. We're going to need to find a little bit of this model into the trade world. I think I'll stop there for now. Bien. Donc, un peu comme David Shark tout à l'heure, notre sentiment, c'est que c'est pas si nouveau que ça. C'est vrai que quand on regarde le protocole de Montréal, une des raisons pour lesquelles il a marché à l'époque sur un sujet très très précis, c'était effectivement que, disons, la science et le business étaient autour de la table. Vous prenez l'exemple de la Convention sur la biodiversité, de l'Arctic Council. On pourrait aussi prendre l'exemple de ce qui s'est passé sur le sida, où c'est à partir du moment où la société civile, des organisations internationales, une nouvelle forme et du business, et notamment les grandes entreprises pharmaceutiques, ont fini par se mettre d'accord après bien des débats sur les questions d'accessibilité des traitements, que, au fond, ça a bougé. Alors, idée intéressante de savoir si ce modèle est réplicable en matière de négociation commerciale, à un moment où elles abordent des questions qui sont beaucoup plus sensibles pour la politique et pour la société que juste le fait de savoir combien de droits de douane sur les chaussettes ou sur les carottes. On est maintenant dans des questions de convergence réglementaire sur la précaution. David, est-ce que c'est une bonne idée, compte tenu de cette sensibilité nouvelle des opinions sur les questions de négociation commerciale qu'on a effectivement vues en Europe et aux États-Unis, pas toujours d'ailleurs pour les mêmes raisons. Est-ce que c'est un modèle qui fait sens et dont l'OMC pourrait s'inspirer pour décoincer un certain nombre de ces blocages westphaliens? C'est une proposition de Louise, hein. Moi je n'y suis pour rien. Hein. Okay, easy question. Well, I mean, first of all, I think in trade, we can draw inspiration from what was done at COP21, but I don't think we can simply cut and paste. Each of these things is very different. COP21 was a remarkable achievement, but the specifics of climate versus trade are different in character. I mean, for one thing, I think in the climate negotiations, there was a general appreciation of what the problem was, not universal, but broad.
and a pretty good appreciation of what had to be done, but there was a lot that had to be worked out about burden sharing, I think, and issues of that nature. In trade, we're nowhere near that level of uniformity, either on the end goal or means of getting there. It's a different animal. I think, for one thing, in climate, you draw your inspiration from scientists. In trade, we draw our inspiration from economists, and I can tell you it's hard to get inspired by economists. There are clearly some common threads that we can draw from climate. Things that I've heard over the past day, making sure that everybody that has a stake in what you're doing is heard. Inclusiveness of the actors, bottom-up approach to negotiations, transparency, flexibility, creativity. I mean, these are things that we realize on the trade side we need, but the realization at an abstract level is different from the implementation of those ideas at a practical level, and you're always struggling, figuring out how to do it. I think what's happened in trade over the years is a couple of things. First, we moved from our traditional work just on things like tariffs that some were interested but was not of wide interest to the public. And we started moving into things like public health measures, standards, that was of quite a bit of interest to the public. And I think the trade community wasn't ready for the reaction they got. They didn't realize that they would need to change the way that they do business. So yes, we do need to work more closely with civil society than we ever have. We've been trying. I remember the first discussions in the days of the GATT, the predecessor to the WTO, of even having a dialogue with the private sector, letting them come into the building, and it was a pretty fractious discussion. We moved from that to a public forum. We do once a year, where the first one we had 100 participants. Most recent edition of it, we had 1,500 participants who themselves organized 100 different events where we talked about how to make trade more inclusive. We're also, through a series of trade dialogues, trying to give the private sector more of an opportunity to give us advice on what our agenda ought to be. But we haven't found a perfect model. I just think we've found the same challenge that our environmental brethren have, that we need to find ways of bringing the stakeholders into the conversation. Merci. Donc, si on comprend bien, il y a des opportunités compte tenu de la diversification des sujets d'intérêt sur ces questions commerciales, et notamment dans le domaine des normes, des standards, qui sont beaucoup plus sensibles politiquement, mais ça ne change pas, et j'insiste sur ce point parce que il faudra que tout le monde réagisse sur ce point, ça ne change pas le fait qu'il faut un certain degré de maturité de la nécessité de se mettre d'accord pour que ce modèle fonctionne. C'est-à-dire qu'il ne remplace pas l'idée au départ suffisamment partagée qu'on a un problème à régler, qu'il faut le régler ensemble et que le temps est venu de le faire parce que sinon on va au-devant de graves difficultés. Céline, est-ce que dans les domaines dans lesquels les ONG sont actives, en dehors de l'environnement, et l'environnement ça recouvre plein de sujets, est-ce qu'à l'intérieur des sujets environnementaux, vous voyez des secteurs qui seraient plus propices à ce développement, et est-ce que, au-delà de l'environnement, il y a des champs qui vous paraissent investir? Alors, je voudrais d'abord revenir sur le système commercial. Et donc, il me paraît vraiment urgent de concevoir un agenda positif. Et je pense que le problème déjà de termes de libéralisation commerciale plutôt que d'organisation des échanges se pose. Et donc, et aussi un problème de finalité, parce que finalement, pourquoi les négociations n'avancent pas à l'OMC, c'est que personne ne pense que le problème est suffisamment important pour vouloir faire vraiment des concessions.
Et pour moi, la finalité, ce serait de voir dans quelle mesure un système d'échange commercial peut accélérer la mise en œuvre des ODD et de l'accord de Paris. Donc un renversement, en fait, où le commerce redevient ce qu'il est, un outil plutôt qu'une finalité. Et donc, dans ce cadre-là, il me semblerait important de réinjecter de la science dans les discussions de l'OMC, et donc pas que de la science économique, parce que, bon, ce n'est déjà même pas de la science, mais donc de la science dans les discussions de l'OMC, incorporer le monde économique et non pas seulement ceux qui ont beaucoup à perdre ou beaucoup à gagner de la libéralisation du tarif sur tel et tel produit, les acteurs de la société civile, mais aussi les autorités publiques non nationales, parce que je pense que ça n'a pas été le cas jusqu'à maintenant. Et je me souviens de mes années d'activiste où, en tant qu'ONG, je n'avais même pas le droit de rentrer dans l'immeuble. Je peux vous dire qu'attendre pendant la nuit la fin des négociations et avoir très froid ne vous met pas dans la meilleure des dispositions. Ça a changé, Ça a changé. Certaines négociations, non, il n'y a toujours pas d'accès des ONG aux négociations. On a quand même beaucoup plus dans le système des Nations Unies. Pensez à des nouvelles modalités d'offre des pays membres. Je parlais avec l'ambassadeur d'Inde hier, Mohan Kumar, qui est aussi un négociateur sur le modèle des INDCs. Est-ce qu'on pourrait penser au modèle des INDCs à l'OMC et finalement appliquer la transparence. La transparence a été au cœur du succès de Paris. On pense toujours que le secret aide à un meilleur résultat en matière de négociation commerciale. Je demande à voir parce que pour l'instant, ce n'est pas ce qui se passe. Deuxième idée, les ODD. Le travail est évidemment très très loin d'être fini et je pense qu'une des grosses difficultés qui est un petit peu la rançon du succès du processus climat, c'est qu'il va falloir mettre en place des trajectoires 2050 sur tous les ODD, parce qu'on ne peut pas avancer sur le climat sans penser à la biodiversité, sans penser à l'eau. Donc il faut penser à ces interdépendances. Et donc je pense qu'avoir des processus non étatiques au niveau national, au niveau sectoriel, qui pourraient penser une transition juste et qui pourraient prendre en compte l'ensemble des ODD serait important. Au niveau des négociations climat, je pense qu'il serait aussi très important de penser aux stratégie d'atténuation qui serait compatible avec les ODD, parce que de nouveau, on risque d'avoir un rapport du GIEC et tout un processus qui ne prend pas en compte l'impact des stratégies d'atténuation, notamment sur la biodiversité ou la sécurité alimentaire. Les autres limites planétaires, on a parlé hier de l'économie circulaire, et donc de comment est-ce qu'on va faire pour gérer les ressources qui sont toutes finies, la plupart, maintenant on le découvre, sont finies, est un autre sujet. Finalement, la réforme du projet européen qui me tient beaucoup à cœur. On a vu le sommet de Bratislava qui, alors si ça vous a inspiré, tant mieux pour vous, mais en tout cas, moi, je n'ai pas trop été inspirée par les conclusions de ce sommet. Et je pense que s'attendre à un leadership de la part des États membres dans l'état où sont leurs démocraties, avec tout l'agenda électoral qui se dessine, me semble renoncer à une réforme européenne. Et donc, pour moi, il faudrait réfléchir à un sommet européen non étatique qui verrait un nouveau projet européen qui serait la mise en place et la mise en œuvre des ODD en Europe et qui, à mon sens, remettrait de l'inspiration et un vrai agenda qui serait porté par la population, par les autorités locales et par le business, plutôt que les processus ou une ultime proposition du président Juncker qui, je pense, ne va pas non plus répondre à mes attentes. Bien, donc voilà les ODD dans la discussion. À certains égards, ils sont aussi le produit d'une démarche multi-acteurs. Ce ne sont pas que des diplomates qui ont confectionné cette nouvelle génération. Et si je comprends bien, votre idée, c'est que ça pourrait peut-être servir de cadre pour identifier des progrès dans lesquels ces nouvelles coalitions multi-acteurs trouveraient leur chemin. Vous n'avez pas vraiment répondu à la question de savoir s'il y a d'autres secteurs, en dehors de la gamme des ODD, qui est très vaste, sur lesquels on pourrait s'intéresser, comme ce fut le cas pour le climat. Alors,
vu de Paris, est-ce que, par exemple, le C40, dans sa feuille de route, se dit on va faire des choses sur la santé, on va faire des choses sur les déchets, on va faire des choses sur la mobilité. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête? Est-ce que, encore une fois, vous avez des échéances de réplicabilité de ce modèle, ou est-ce que c'est encore un peu flou? Oui. Alors, je vais répondre directement à votre question, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je ne vais certainement pas retourner tout à l'heure à l'hôtel de ville, au Conseil de Paris, voir la maire de Paris pour lui rapporter la proposition que Madame vient de faire d'organiser rapidement un sommet européen sur comment les villes, enfin comment on met en place en Europe les ODD, parce que sinon elle va nous demander de l'organiser très très vite. Et je pense que c'est exactement ce que nous cherchons à faire. Pour prendre la question dans son acception large, à chaque fois qu'on voit bien l'épuisement du souverain, la lassitude des populations, c'est là où un énorme travail multilatéral, pluriacteur, ouvert et transparent peut redonner du souffle, du cœur et de la légitimité. Et typiquement, je vous rejoins totalement, le projet européen a besoin de cela d'urgence. Et j'ai admiré la manière dont vous l'avez formulé avec beaucoup de précision. Donc je pense que notre discussion ici, Monsieur le Président, aura sans doute des conclusions concrètes et sur le terrain, comme nous aimons les faire. Et pour vous répondre sur le sujet du climat, nous sommes tous ici convaincus que le climat est un enjeu qui conditionne les autres. Nous sommes convaincus que c'est un enjeu à hauteur de l'humanité, un enjeu d'urgence. Donc soit nous nous plaçons à la hauteur de l'enjeu, et effectivement, nous voyons comment réorganiser la production, comment organiser l'alimentation, évidemment le traitement des déchets, évidemment par exemple dans les grandes métropoles du nord, de l'ouest, c'est le chauffage par exemple des immeubles qui est le principal facteur d'émissions. Donc soit nous sommes capables d'organiser, vous avez je pense noté qu'à Paris nous sommes assez actifs sur la question du transport et de changer Paris dans la manière dont nous concevons la place de l'automobile et la place des non-automobilistes dans l'urbain. Tout ça fait évidemment que c'est une manière de faire en sorte que cet enjeu conditionne les autres et donc de faire en sorte qu'il soit solutionnable. Mais il y a beaucoup d'autres sujets où nous pourrions mettre en place une approche telle qu'elle a été modélisée ou pensée au moment, démontrée au moment de la COP21. Le projet européen, c'est vraiment, à mon avis, l'urgence. Mais il y a un domaine où nous nous organisons beaucoup entre villes, parce que nous n'avons pas le choix, parce qu'on a vu parfois une défaillance ou un retrait de l'État, et que quand les gens sont là, il faut bien s'en occuper, c'est la crise migratoire. Et vous avez un exemple fort, je crois, de ce qu'on a fait à Paris, puisque à un moment, Anne Hidalgo a dit il y a des gens qui dorment à Paris, c'est pas mes compétences. J'ai finalement, normalement, ni endroit, ni budget, ni autorité pour m'en occuper, ben je vais le faire parce qu'ils sont là. Et nous avons construit un centre, nous allons en construire un deuxième, et les villes viennent nous voir pour s'organiser un petit peu à la manière de ce que nous avons fait. Et les organisations internationales souhaitent savoir comment nous travaillons entre villes. Et l'État, du coup, nous accompagne avec évidemment les grandes associations qui savent s'occuper de ce genre de problématiques. Emmaüs, ATD, enfin les associations avec lesquelles nous travaillons. Donc voilà, parfois je dirais que c'est souhaitable, le projet européen, parfois c'est urgent et nécessaire, et je parlais de la crise migratoire. Merci. Donc, on va maintenant passer à vos questions ou vos observations dans les mêmes conditions de brièveté, et merci à tous les quatre d'avoir été très très directs et d'avoir mis du matériau sur la table. Donc, à ce stade de la discussion, les souverains sont fatigués, si je comprends bien. C'est ce que vous venez de dire, et je trouve que c'est une très belle formule qui résume assez bien, en tout cas, les impressions qu'on a de la situation. 2, on a besoin d'énergie nouvelle dans ces conditions, parce que la leur est un peu faible. 3, le modèle COP21, en ce qu'il diversifie les acteurs, permet de fournir ce type d'énergie.
4, ça marche mieux sur l'environnement, qui est probablement une question plus globale que les autres, en tout cas celle du changement climatique, peut-être plus que des sujets qui sont plus sectoriels. Et 5, on a un champ d'application possible pour remédier à cette lassitude, qui est la construction européenne. J'en viendrai en conclusion sur la question de savoir si ce que j'ai par ailleurs appelé la polygouvernance, par opposition à la multigouvernance, est-ce qu'au fond, la construction européenne, est-ce qu'elle est susceptible de sourdre dans l'avenir d'une polygouvernance, alors que jusqu'à présent, elle a été classiquement westphalienne, en tout cas dans ses origines. Voilà où on en est pour l'instant. Questions, observations, critiques adressées soit à ce qui a été dit, soit à tel ou tel d'entre les panélistes. J'en vois une là. Ce que je suggère, c'est d'en prendre plusieurs. Et comme ça, on va proportionner l'offre à la demande. Le meilleur moyen, c'est de tester le marché. Donc 1, 2, 3. Prenons ces 3-là. Et puis, s'il y en a d'autres, préparez-les. Et je donnerai ensuite la parole aux membres du panel. Allez-y. Donc Yves Tiberghien de l'Université de British Columbia à Vancouver. Un des gros autres changements qui a lieu dans le monde, c'est le basculement de pouvoir vers les grands pays émergents et avant tout la Chine, qui faisait que 2% du PIB mondial en 90 et qui fait 14% aujourd'hui ou 18% en PPP. Est-ce que ce nouveau modèle dont on parle marche bien avec la Chine? Est-ce qu'on a beaucoup de sociétés civiles chinoises impliquées, de villes, etc. Le deuxième grand pays, c'est l'Inde. Le monde en 2050 sera dominé par la Chine et l'Inde, en bonne partie. C'est juste peut-être 30-40% du PIB mondial. Est-ce que ça marche avec l'Inde aussi? Très bonne question. Donc, à supposer qu'on aille vers cette polygouvernance, est-ce que c'est un concept avec lequel la Chine ou l'Inde est à l'aise? Très bonne question. Il y a une autre question ici, et puis il y en a une troisième là-bas. On va peut-être prendre celle-ci, puisque vous avez le micro, et puis on vous le donnera ensuite. Allez-y, allez-y, allez-y. Thank you for the wonderful presentation from the panelists. The way I see it, by the way, I'm myself from South Africa. The way I see it, Paris Agreement it has introduced a climate global governance framework that will allow all of us to transition to low carbon economy and build resilience in societies. And in that regard, it has introduced some element of decentralization of action. Hence, you find all actors defending it, be private sector, local authority, and all that. Now, having introduced this element of decentralization, the key challenge going into the future, as I see it, will be how do we add up all this action and measure them and see if we are getting there, we are transitioning. And the system as it is engineered for now, it can only cater for the actors within the system, but not the actors outside the system. Now, the question is, how do we introduce new dimensions into the system that will allow us to do this adding up and verifying whether we are going in the right path and so forth. Now, I would like to hear from the panelists what is their view. How can we introduce this other element that is lacking in the system that will allow us to add up all these actions that are happening in all sectors of the economy, which might not necessarily be included in the country reports, but we still have some action of some sort. And if we are still going to have a gap in terms of action, how do we then encourage everyone to shoulder the responsibility of closing that gap? Because if you do not have a centralized place where you can
add up and measure and verify all these actions, you're still going to have that problem. So I would like to hear from the panelists what is their view on that new challenge. Donc, jusqu'où peut-on aller? Étant entendu que, si je comprends bien votre question, il faudra aller plus loin dans la décentralisation de la gouvernance que ce type de modèle autorise, et notamment dans la mise à disposition de mesures, de métriques qui permettent de se situer dans la réalisation, sur le chemin de réalisation de ces objectifs. On sait que dans le cas de la COP21, ça a été au départ l'idée de ces notifications, et à partir du moment où elles sont là, on a des benchmarks de vérification. Est-ce qu'on peut penser à répliquer ceci dans d'autres domaines? À vous. Merci. Gauthier Mignot, je suis le directeur général adjoint de la mondialisation au ministère des Affaires étrangères et du développement international. Ma question rejoint en fait la première question qui a été posée relative à la Chine, mais en élargissant un peu le propos. Est-ce qu'il n'y a pas une limite à la réplicabilité de ce système de multilatéralisme participatif? Parce qu'on voit bien que tous les souverains ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a des souverains ultra-souverains, des souverains autoritaires, et puis des souverains plus démocratiques et participatifs par nature. Et est-ce que donc, vis-à-vis d'acteurs comme la Chine ou comme la Russie, ce modèle est-il si aisément réplicable, compte tenu des limites qui existent dans ces pays à la libre parole et la libre expression, la libre activité de la société civile ou même des collectivités territoriales? Ça, c'est la manière pessimiste de poser la question. La manière optimiste, c'est est-ce qu'on peut espérer que ce type de modèle provoque un effet d'entraînement sur ces pays et que l'élan qui est donné les oblige justement à soulever un peu le couvercle de la cocotte pour laisser plus d'espace à la société civile et aux autorités locales. Donc, même question. Il nous manque ce matin un de ces acteurs, ou la voix d'un de ces acteurs, qui sont les entreprises. C'était prévu, mais finalement, ça n'a pas été le cas. Donc, mettons une chaise en pensée pour les entreprises sur cette tribune. Et par exemple, et je pousse votre question, quand on voit comment le G20, ou plus exactement la préparation du G20, s'est articulée petit à petit avec un stream business, un stream labor, maintenant un stream think tank, qui est un peu un stream société civile, et on voit clairement ces différents cheminements apparaître. La grande question, et c'est celle de Tiberghien et la vôtre, c'est est-ce que, effectivement, compte tenu des différences politiques, des différentes manières de légitimer les pouvoirs, démocratiques ou non, est-ce que des acteurs comme les Chinois, comme les Indiens, et le modèle politique est totalement différent, est-ce que vous pensez qu'ils sont en quelque sorte prêts à aller dans cette direction? Donc voilà les trois questions. Je vérifie, est-ce qu'il y en a d'autres? Non, c'est pas le cas. Pardon. Donc une dernière là-bas, et puis ensuite on va répondre pour rester dans nos délais. Go ahead. All right, so it was more of an observation than a question, and my observation, particularly from the Paris Agreement, not necessarily just the agreement in itself, but the climate negotiations, has been that as a system, as a global system, it accommodates the new political configuration, the political power configuration, and this sort of stems from the role that emerging economies have played, as well as the middle-income countries have played in the sort of regime building in itself, and how the regime has been flexible enough to accommodate their interests. If you look at other international regimes, even in the UN, the biggest grudge that most of the emerging economies have is that the system is unfair or does not accommodate their concerns. And I'm just curious how that observation can potentially be replicated across different negotiation platforms in order to accommodate their concerns, particularly like WTO, where there's a very bad blood from these emerging economies.
And the other observation that I had was the perception of not the non-state actors, but the general public towards the negotiations. And I think that WTO negotiations in general, for the larger public, have a very suspicious outlook towards these negotiations. And I would be very curious to know how that impression could potentially be addressed, unlike in climate where the general populace was much more interested in the leaders making some concrete progress on climate change. I don't think that's the same approach that the general public takes towards trade negotiations. So I was just curious how that could be addressed. And I'm Siddharth from CAN, Climate Action Network. Thanks. Très bien. Donc, Chine, Inde, est-ce que vous les sentez prêts à rentrer dans ces modes post-westphaliens de polygouvernance, les questions de métrique, de décentralisation, qui sont sans doute une des vertus du système si on en croit nos premiers tours de table. And David will take specifically this question whether WTO is that terrible, intransparent, needs to be deserve this sort of suspicious reputation which we just heard of. So that's one for you, David, specifically, of course. On fait le tour dans ce sens-là maintenant pour répondre aux questions. On a 2-3 minutes chacun, on est dans les temps. Merci encore d'avoir été bref et clair. Patrick? Déjà, sur la question du climat, je tiens à préciser, par exemple dans le cadre du C40, que la zone de plus grande expansion du C40 aujourd'hui, c'est la Chine. Et c'est le pays d'ailleurs où nous avons rapidement le plus grand nombre de villes membres du C40. Le C40 était à la base une organisation très occidentale. Elle s'est élargie au sud avec la présence de Rio. Et maintenant, c'est la Chine qui va devenir une partie prenante extrêmement importante. Donc on voit bien que la Chine, et nous n'agissons qu'au niveau des villes. Mais si les villes du C40 s'ouvrent à la Chine et les villes chinoises s'ouvrent au C40, c'est bien qu'il y a une certaine compréhension au niveau de l'État chinois, du Parti communiste chinois, de l'importance de ces enjeux, parce qu'en Chine, il y a une question de santé publique, de pollution, et ils ont bien compris qu'ils devaient prendre ce train-là en marche pour leurs propres besoins et leurs propres, je dirais, adresser leurs propres sujets très, très domestiques. Maintenant, il est vrai que le monde va se heurter à des barrières, que cette dynamique de transparence va se heurter à des régimes qui sont puissants et qui ne sont pas encore totalement transparents. La Russie en est évidemment un exemple. On pourrait parler de la Turquie. Enfin, il y a quand même de très grands pays qui sont en train de se refermer, de régresser, de se replier avec une question sur la question des États-Unis, sur la question climatique, qui reste ouverte. Mais ce que nous essayons de croire, voilà, c'est que ce que nous faisons est suffisamment important et puissant sur la question climatique, et c'est ce qui s'est passé à la COP21, qu'à un moment donné, les États, même les plus reculés ou les plus fermés traditionnellement, n'ont pas d'autre choix pris par la dynamique d'ouverture et ce qu'elle génère que de prendre le train en marche et de s'associer à l'accord, en tout cas de ne pas le mettre en pièces ou de l'empêcher. Et c'était ça la force et la puissance du modèle de la COP21, de cette logique d'appropriation par les sociétés civiles mondiales, par les grandes métropoles, par les grands acteurs. Et les États se sont trouvés dépassés. La seule manière de ne pas signer leur propre dépassement, contrairement à la COP de Copenhague, c'était justement d'accompagner ce mouvement, même si au départ ils avaient une position de réticence. Donc la lumière, on la voit, la fenêtre, on la voit. Ça ne se fera pas d'un coup et d'un seul élan, mais en tout cas, il y a là un modèle puissant et qui doit en tout cas nous inspirer à un moment où nous avons parfois des occasions de pouvoir peut-être désespérer. Merci, Louise. Thank you, merci. Yeah, I think I'm going to start with the question or the observation from our colleagues from South Africa and about like how are we going to measure and track all this and make sure that
that it works. And I think that's a key question that the co-champions in their roadmap have asked themselves and will be looking at. But that is a key challenge, but it illustrates another broader challenge that we have under this new model, where it's like governments have a really crucial role to play on that, on reporting, on tracking, on measuring. You know, we're gonna have these moments, right, under the Paris Agreement, the global stocktake and all, where we're gonna have to come to the table ready to be fully transparent, but transparent in the world of the Paris Agreement, which is about rendre des comptes et mesurer. And this is where it leads me kind of to some of the China and India and some other economies where this is still a very difficult aspect. And this is going to be a key challenge under the Paris Agreement and the openness of the process. I have no doubts that the China and the India and most countries are going to feel this mobilization of actors at home, and China is going to do a lot, and it is doing a lot to respond to that. But when it comes to taking it to the global governance and opening the books to the world, we're going to see, and it's not just China, I mean, this is a challenge of, you know, this is nationally determined Paris, and, you know, people don't like intrusiveness, and because they feel it actually doesn't lead to the best outcome. And we still have a lot to do on this, and I want to leave you on maybe a more caution note on the Paris Agreement, you know, in terms of all of this and this model that we claim we have. We haven't yet proved it. I mean, on n'a pas encore fait nos preuves. So I don't think it's quite ready for a full decision on whether this can be replicated, whether it's a full success, and whether it's going to fully work. I mean, it had a strong role at COP leading up and since then, but I think now we're going to see, like just at COP22, you know, there was some discussion around, you know, the facilitative dialogue in 2018 and how open that would be and who would be involved. And again, non-state actors, you know, had strong views on that. I was one of the few who tried to get a little bit more consultation from the presidency. And yesterday, Patricia Espinosa said maybe she would do some workshop. I mean, that would be excellent. But there's these moments in the global stocktake, but the facilitative dialogue will be our first test of transparency, openness, and fully engagement of non-state actors. And I think it's going to take us a while before we know whether we've succeeded and whether the model is fully working. Très bien. Céline, et puis enfin David. Oui, alors à propos des pays émergents et notamment des régimes un peu plus autoritaires ou très autoritaires, deux choses. La première chose, c'est que dans tous ces pays, il y a une communauté scientifique, il y a des think tanks, et donc pour les ONG, les ONG internationales, c'est toujours la meilleure manière de rentrer en contact avec quelqu'un qui ressemble à de la société civile. Et ces groupes sont souvent représentés dans les négociations internationales. La deuxième chose, c'est qu'il est beaucoup plus facile pour une ONG de parler à un gouvernement autoritaire dans un processus international que à la maison. Donc on a beaucoup d'expériences avec des ONG qui nous disent c'est impossible de parler à mon gouvernement au niveau national, mais quand je viens dans une enceinte internationale, parce qu'il y a un processus, parce qu'il y a une légitimité et une quasi-obligation, il y a une possibilité d'avoir ce contact. Et j'en veux pour preuve le fait qu'il y a eu une réunion avec la société civile dans le cadre du G20 en Russie, à laquelle le président Poutine a assisté, alors qu'on sait très bien que des réunions au plan national des ONG avec le même président seraient chose impossible. David? Could I ask you to just speak very, very quickly? We're running extremely late. Yeah, we started 10 minutes late and we are 3 minutes over, so we still have 7 minutes, okay? We won't use the 7 minutes, promise. Okay, very quickly. On the impression of the WTO among the NGOs, for the NGOs to say, I think to some degree
the reputation hasn't kept up with the reality. If you look at the way the system used to work, every document that was produced used to be treated as a restricted document, as a confidential document. When we created the WTO, we changed the rules so the default was that all documents were to be public, except in limited instances where they would be released over time. We opened up the way we handle disputes so that when people make filings, they have to make them available, at least a public version. If you look at what we've accomplished most recently, we had an agreement on trade facilitation, which I think was well received by everybody. We have an agreement to abolish export subsidies, which was a delivery on a sustainable development goal that was agreed only 6 months before. And we didn't do it because it was easy. 2 years before, we had tried it and deemed it to be impossible, but we were able to deliver it just this past December. I think to the extent there are criticisms these days, they are aimed at the things we haven't accomplished. And I think some of those criticisms are quite legitimate. But my suggestion is talk to your governments, because we can't do anything in the WTO that the governments don't want to do. Très bien. Donc, conclusion, en 20 secondes. Donc ce modèle de polygouvernance post-westphalienne offre des opportunités. Il y a un potentiel en raison des progrès qu'il représente en termes d'efficacité, de redevabilité, d'appropriation, et si tel est le cas, attendons-nous un des problèmes à venir sur ces questions de transparence, de participation, ce qui après tout n'est pas une si mauvaise nouvelle. Si ces progrès de la gouvernance conduisent à reposer au niveau global la question de la démocratie, finalement c'est plutôt une bonne chose. Merci à nos panélistes, merci pour votre attention et pardon d'avoir économisé 3 minutes sur le temps qui nous était imparti. Thank you very much to our panelists. Sorry to rush everyone, but we have a very packed day. We now have about 10 minutes. I encourage you all to go and get a cup of coffee and be back here in, 10 minutes for our next panel. Thank you very much.